Faut-il quitter l'Europe, quitter la France? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager un petit peu mon retour d'expérience sur ma vie en Allemagne, en fait, ce que je vois, mes perceptions, et mon expérience de la France, aussi ce qui s'y passe. Voilà, je vais vous parler, je pense, des prochains 24 mois que moi-même j'anticipe à mon niveau. Donc, effectivement, je peux me tromper sur pas mal de choses, mais la tendance générale, elle n'est pas très positive, surtout pour la France. Je vais vous donner un peu ma vision. Je vais vous parler aussi de la politique en Europe. Voilà des impressions que j'ai, sur quoi je base aussi ma réflexion. Je pense que ça peut être utile, simplement parce que j'ai entendu ces informations nulle part, ni sur YouTube, ni dans les médias, ni même dans mon entourage. Donc c'est mon analyse personnelle. Je sais que certaines personnes, voire beaucoup de personnes, ne la partageront pas, mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que je pense que ça peut être utile. On pourra vérifier dans 24 mois, d'ici 2 3 ans, on va dire, si en fait mon analyse était bonne ou pas bonne. Déjà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que je ne vais pas faire trop long, mais comme certains le savent, j'ai tendance à parler beaucoup. Donc, je m'appelle du coup Benoît, je suis en Allemagne depuis 2019. Voilà, je suis en Allemagne depuis 2019. Je suis parti pas un coup de tête, mais une intuition en fait. Euh, et un an après, on a eu la pandémie, et puis après la crise économique, et tout ce qui s'ensuit, et puis on en est là aujourd'hui. Euh, Toujours est-il que quand je suis parti en 2019, je cherchais un emploi en tant qu'infirmier, puisque j'étais infirmier au départ, et j'en trouvais pas. En tout cas, j'en trouvais pas. C'était soit très mal payé, soit il n'y avait pas d'emploi. C'était assez verrouillé. Et puis, les endroits où j'allais travailler, c'était vraiment clairement, je pouvais pas me projeter là-dedans. J'avais fait des remplacements, il n'y avait pas de matériel. Les sociétés, les entreprises étaient très mal gérées. Donc au final, en tant qu'employé, on n'avait pas ce qu'il fallait. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité. Je suis parti en 2019 en Allemagne. Et, euh, et en fait, ce que je peux dire, c'est que euh, aujourd'hui, il y a un peu une urgence à avoir une réflexion sur qu'est-ce que la construction européenne, euh, quelle est cette entité. Donc déjà, le premier exercice qu'on peut faire, c'est ouvrir le livret de la Constitution européenne et le lire. Tout le monde l'a reçu à l'époque où ils ont lancé le projet, d'accord? Mais il y a très peu de gens qui l'ont lu. Moi, je l'ai lu en entier. Je l'ai lu et relu quand ils nous l'ont envoyé, le petit livret là. Et c'était écrit noir sur blanc qu'en fait, voilà, les États, on va les faire disparaître et on va créer juste une Europe unie. Et on perdait la moitié de, du moins de la moitié des règles et des choses qu'on faisait avant en France. On allait perdre notre spécificité, une partie de notre culture, une partie de notre manière de vivre, de concevoir le monde. Alors, qu'est-ce que l'Union européenne? L'Union européenne, là aussi, hein, j'ai pas un doctorat, j'ai pas fait l'ENA ou je sais pas quoi, mais je suis tout autant légitime de parler que n'importe quelle personne. Voilà. Bon, l'Union européenne, je partage ce que j'en pense. C'est une structure. D'abord, c'est une structure économique, donc qui est en train de modifier tous les États donc, en Europe. Donc déjà en Espagne, on voit que le coût de la vie augmente. Eh oui. La France, on voit que ben, économiquement, on est en train d'être détruit, rayé de la carte, tout simplement, comme la Grèce l'a été, comme le Liban, pour différentes raisons. Euh, des raisons de mauvaise gestion, des raisons culturelles aussi, où voilà, on n'a pas constitué un pays qui était prêt à s'adapter et du coup à défendre ses valeurs, défendre principalement ses valeurs. Donc l'Europe, c'est d'abord une structure économique. Donc ils ont commencé à mettre en place des lois, une structure économique qui a fait d'abord sauter la Grèce c'était en 2015. Maintenant, la France est en train de sauter et c'est très probable que d'ici 2 3 ans, l'Allemagne saute aussi. Mais l'Allemagne ne sautera pas, l'Allemagne fera probablement
aura probablement des envies de guerre pour sauver son économie, parce que historiquement, l'Allemagne ne veut pas revivre les choses qu'elle a revécues par le passé, c'est-à-dire être dans le besoin, euh, et c'est pas du tout dans la mentalité. Donc c'est d'abord une structure économique. C'est une structure économique qui met une pression économique sur l'individu, sur sa famille, sur les communautés, sur les villages, voilà. Ensuite, c'est des gens qui sont pas élus par les citoyens des nations, des pays qui composent l'Europe. Donc c'est des gens, je vais vous reprendre tout de suite. Donc j'étais en train de faire un café, je vous prie de m'excuser. Je disais donc que ce sont des gens qui ne sont pas élus, ce sont des aristocrates, des familles avec des accointances avec des entreprises assez puissantes, hein, comme on a pu le voir pendant la pandémie avec les, euh, les problèmes de SMS de la directrice de l'Union européenne euh, avec des entreprises pharmaceutiques. Bon, donc il y a beaucoup de conflits d'intérêts, simplement parce que l'Union européenne est nouvelle et que tout n'est pas encore construit, donc il y a plein de zones grises où les gens, les hauts fonctionnaires peuvent se permettre un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, on l'imagine, hein, vu les problèmes qui ont été soulevés. Donc voilà, donc c'est une structure économique avec des élus qui ne sont pas forcément élus des citoyens. Il faut se rappeler qu'en 2005, quand on a demandé l'avis des Français, la majorité ne voulait pas rentrer dans l'Union européenne. Et c'est compréhensible puisqu'on a une culture qui est très particulière. Et il faut bien entendu défendre nos valeurs, que ce soit dans notre pays ou à l'étranger. Parce que nos valeurs et notre manière de voir le monde, elle est unique dans le monde. Et c'est ce qui fait notre différence. Et c'est certainement pas en suivant les règles de l'Union européenne qu'on va pouvoir défendre notre bout de gras, comme on dit. Donc voilà, donc l'Union européenne, c'est vraiment, c'est d'abord une structure économique. Ensuite, ils ont poussé la structure, ils ont poussé le domaine de la santé à mettre en place des plans d'urgence coordonnés avec des épidémies, tout ça. Ils ont mis en place tout ça très rapidement. Et ensuite, on a eu le dernier volet, la défense. Donc, euh, ils ont utilisé un événement qui s'est produit pour ben, construire la défense européenne, puisqu'on ne peut pas créer une entité sans qu'il y ait une défense militaire commune. Donc là, c'est en cours. Ça pose beaucoup de problèmes parce que personne n'a envie de faire la guerre et c'est un sujet qui est très sensible. Et après la défense, il y a bien entendu une chose qu'ils sont en train de pousser, c'est l'unité culturelle. Comment créer une unité culturelle en Europe avec des nations qui sont totalement différentes? Euh, eh bien, ça va être de véhiculer des idées qui sont communes. Donc, on a des idées sur la diversité, l'accueil des immigrants en Europe, ce qui est une bonne chose, hein. Ça veut dire que l'Europe est ouverte sur le monde, euh, donc à des valeurs de diversité, de pluralité. C'est une bonne chose. L'aspect négatif, c'est que eh ben, on n'amène pas forcément les meilleures personnes et du coup, ça crée beaucoup de problèmes sociaux, de troubles, d'insécurité, spécialement en France où il y a actuellement, en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a pas ni d'autorité ni de sécurité dans le pays. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. Il suffit d'aller se promener un peu en France à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour se rendre compte qu'il y a un problème de sécurité très très flagrant. Voilà, avec le marché de la drogue, même dans les villages, enfin, tout est gangréné, c'est vraiment très compliqué. Euh, donc, euh, donc voilà, donc j'en étais. Ce que je veux dire, c'est que en France, du coup, on a cet aspect culturel. Et évidemment, avec le wokisme qui est poussé à fond par des organisations non gouvernementales, des associations qui elles-mêmes sont financées par des fonds privés, des investisseurs privés. Donc il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de. Le problème, c'est que ces associations, ces gens-là, utilisent des vérités que c'est vrai qu'on doit avoir le choix de choisir notre genre si on a envie. C'est une vérité.
Mais d'un autre côté, on ne doit pas imposer à tout le monde euh, de, euh, euh, de regarder ou on ne doit pas imposer à tout le monde, euh, on ne doit pas imposer à tout le monde ce choix. Si vous êtes homosexuel, c'est très bien. Tout le monde doit respecter vos droits et vos libertés, mais vous ne devez pas imposer votre choix à tout le monde. C'est-à-dire, vous ne devez pas en parler en permanence et saouler tout le monde avec votre, avec votre sexualité, parce que par définition, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fiche. Voilà. C'est comme si vous avez un ami et que vous lui parlez de votre relation avec votre compagne ou votre, votre compagnon. Vous allez lui en parler un petit peu. Si vous lui parlez de ça tous les jours, il va en avoir marre, il va s'en aller, ce qui est tout à fait légitime. Bon, donc on a cet aspect culturel avec le wokisme, avec toutes ces choses-là. Et on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'au milieu de tout ça, on a la technologie. La technologie, c'est des entreprises américaines qui sont aux États-Unis, donc dans l'intelligence artificielle, dans tous ces domaines-là. Et en fait, ce qu'on a en Europe, c'est que l'Europe, en fait, est sous domination américaine, principalement, historiquement liée au pétrodollar et à la Seconde Guerre mondiale, où les Américains sont arrivés un peu en sauveur, mais ils sont surtout arrivés pour placer leurs entreprises et voilà, parce qu'eux, ils font du business, ils avancent. Nous, pendant que nous, on fait de la politique et on discute. Donc, on a un désavantage ben, en fait, au niveau culturel. En Europe, on a ce désavantage, c'est que si vous regardez comment les Européens vivent tous les jours, vous voyez qu'ils passent 50% de leur temps, ils sont soumis à des messages politiques. Que ce soit sur les écrans, à la télévision, dans les radios, ils sont tout le temps sollicités pour des sondages. On leur demande de prendre parti tout le temps ou d'avoir une opinion politique. Donc on pourrait se dire que c'est une bonne chose s'il y avait des contrebalanciers politiques, c'est-à-dire des partis de droite, des partis de gauche avec des idées différentes et une sorte de représentation démocratique citoyenne. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour plusieurs raisons. Euh, une raison, c'est des conséquences un peu indirectes, mais il y a aussi des acteurs qui ont intérêt à pousser ce phénomène-là. C'est que, comme l'Europe est une seule structure unie économiquement, eh bien, au-delà de l'aspect santé, défense, culture, économie, eh ben, il y a aussi l'aspect politique. Et qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est que vous soyez de droite ou de gauche ou centriste, que de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ou bien vous êtes en Allemagne, vous êtes de l'AfD, du SPD ou je sais pas quel autre parti, ça n'a strictement aucun impact parce qu'en fait, le seul parti politique qui semble exister en Europe, dans tous les pays en Europe, c'est comme une sorte de parti unique, puisqu'au final, on sait tous que on peut mettre n'importe qui à la tête d'un gouvernement en Europe, ça ne va rien changer parce que les lois européennes sont supérieures aux lois nationales. Ça veut dire qu'actuellement, on a une structure médiatique qui fait un peu du bourrage de crâne politique tous les jours dans les médias pour au niveau national parler de sujets politiques, alors qu'en fait on a une structure décisionnelle unique et qui fait très sincèrement penser à l'organisation communiste telle que c'est organisé en Chine. Voilà. Donc, donc peut-être que je me trompe, en tout cas c'est mon analyse, et cette analyse me permet de comprendre un peu mieux où je me situe en Europe. Parce que quand on me demande plus de 50% de taxes sur tout ce que je gagne, d'accord? Euh, on me demande de passer des journées à remplir des papiers pour faire n'importe quoi, absolument n'importe quoi, d'accord? Même vous n'avez pas d'argent, vous voulez essayer quelque chose, vous montez une entreprise, on va vous prendre 20%, 25%. Il n'y a aucune raison à ça. Je veux dire, c'est même pas légitime. Les gens qui essaient de lancer des affaires ou des business, on les respecte même pas, alors que c'est eux qui tirent le pays. Donc, on a cette similitude avec les pays communistes, où il y a un seul parti, et puis après on laisse parler les gens, on leur raconte des histoires, un narratif politique, euh, mais au final, les décisions sont prises par d'autres personnes. Euh,
Donc j'ai perdu un peu le fil sur ce que j'étais en train de dire, mais voilà. Donc on a cette espèce de superstructure européenne. Et je disais, oui, qu'est-ce qui me fait penser qu'on est dans un système communiste? Ben, la première des choses, c'est que la France, c'est un pays socialiste. L'Allemagne, c'est un pays socialiste. Pratiquement tous les pays en Europe sont plus ou moins des pays socialistes. On ne maltraite pas les gens, il y a des valeurs d'universalisme et tout ça. Donc il y a des choses positives dans le socialisme. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quand vous êtes taxé à plus de 40% sur vos revenus, 40-50%, quand, euh, on- quand toutes les choses qui devraient être garanties par l'État vous reviennent à vous, c'est-à-dire vous devez assurer votre propre sécurité, vous devez trier vos déchets, on vous surtaxe pour les plastiques, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes responsable, puisque vous achetez des bouteilles plastiques. C'est pas les entreprises qui produisent. Parce qu'au final, le pétrole, il faut bien qu'on l'écoule, d'accord? Donc en fait, on vous fait porter le chapeau. Dans votre quotidien, vous pouvez pas tout mettre dans un sac, vous devez tout trier. On vous demande même de trier les déchets, c'est quoi, les végétaux là, les bio, le bio, le bio. Donc on vous demande de faire ça, d'accord? Euh, on vous demande beaucoup d'efforts. On vous, on vous, on vous, en fait, les décisions sont prises à un niveau qui fait que, quoi que vous fassiez, vous n'avez pas le choix. Et en plus de cela, donc, pour terminer, je sais que c'est pas très complet ce que je dis, mais j'ai pas de plan, donc je parle comme je suis en train de le penser, voilà. Euh, au final, au final, en Europe, on a cette espèce de. Je vais parler après de l'Allemagne, de mon expérience en Allemagne concrète, sociale. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, et donc il y a un homme là qui s'appelle, je ne sais plus son nom, un Chinois très intelligent qui a été. Alors, il y a pas les, on n'a pas les contenus pour être sûr de ça, mais on pourrait se dire que l'Europe est en capacité d'acheter du conseil auprès de la Chine pour mettre en place le crédit social chinois, puisque le créateur du crédit social chinois a dit explicitement, il s'appelle Lin Junyu, c'est l'architecte du système du crédit social qui disait que avec le crédit social, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes en France, par exemple. Et donc ça le fait sourire, hein, forcément, puisqu'il vient d'un pays communiste. Donc pour lui, il ne comprend pas la mentalité des Français. Sauf que on peut tourner l'histoire comme on veut on peut tourner l'histoire comme on veut pour la France. La France est un pays de guerriers, quoi qu'on en dise. On a eu Vercingétorix qui a dû capituler face à César, mais on a toujours conservé cet esprit de guerrier. Pour, pour des raisons qui m'échappent. C'est vraiment culturel, je pense que c'est dans nos gènes. Mais ce monsieur qui vient de Chine, visiblement, ne peut pas concevoir cette façon de faire, puisque lui, il a grandi dans un pays communiste. Et toutes les études le montrent, même dans le monde de l'entreprise, les Chinois qui viennent à l'étranger, ils viennent pour apprendre des compétences, pour faire des études et tout, et après ils rentrent en Chine, ou alors ils développent leur business dans le monde. Mais ils restent toujours rattachés en Chine, puisque c'est culturellement de cette manière dont ils fonctionnent. Il n'y a rien de mal à ça, hein, c'est juste leur fonctionnement. Mais voilà, ce monsieur, en fait, se dit que ce serait mieux qu'on ait un crédit social pour pouvoir filmer le visage des gens et que partout où vous alliez, ce soit comme dans les aéroports, vous laissez vos empreintes et puis on vous donne un score et on vous dit ce que vous faites c'est bien. Sinon on vous met un bâton, on vous tape dessus, on vous dit c'est pas bien. Et puis si vous êtes vraiment, si vous avez plus de points sur votre petit permis d'exister socialement, eh bien on affiche votre visage publiquement et puis c'est un moyen social de, on retourne un peu au Moyen Âge où le coupable on le mettait sur la place publique et on l'exécutait et voilà et les gens étaient contents. Ce sont des moyens primitifs de
de faire croire à un semblant de liberté, puisqu'après les gens se disent oui, mais c'est normal, on a quand même des libertés, on gagne des libertés si on respecte les règles. Alors, effectivement que c'est bien d'avoir des privilèges quand on respecte les règles, mais faire passer ça avec la reconnaissance faciale, les nouvelles technologies et ce système de crédit social, il faut amener la contradiction. Et la France est un pays de contradictions et c'est ce qui fait notre spécificité culturelle. C'est la raison pour laquelle je partage ça dans cette vidéo. Il faut que les Français apportent la contradiction à ce crédit social, au crédit social du quota carbone. On sait tous, on ne va pas attendre qu'ils l'installent, on sait qu'ils vont le faire, on sait qu'ils sont en train de le faire, on sait quels leviers ils utilisent, on sait qu'ils sont experts en contrôle des masses parce que c'est de la politique générale, c'est de la politique... on sait tout ça, on n'a pas besoin d'avoir fait les études pour le comprendre. Il y a des très bons livres sur le sujet. Vous pouvez lire le livre Stratégie et manipulation de Robert Cialdini. Vous apprendrez des choses intéressantes. C'est un tout petit livre qui coûte pas cher. Vous pouvez le retrouver en format poche. On sait tout ça. Maintenant, c'est quel est le positionnement des Français? On a compris que pour l'Union européenne, on ne sait pas, hein, je ne peux pas mettre des noms, c'est mieux en fait de détruire économiquement la France parce que comme ça empêche toute révolte et toute manière de remettre en question les règles qui vont appliquer une fois que la France aura une économie aussi désastreuse que la Grèce. Et n'aura plus le choix que d'accepter tout et n'importe quoi. On va être vendu, en fait. La France est en train d'être vendue à la superstructure Europe. Voilà. Qui mène une politique similaire à une politique communiste. Donc voilà. Après, je vais préciser que celles et ceux qui voudraient me critiquer en me disant que communiste est une désignation péjorative, généralement c'est les communistes qui disent ça eux-mêmes, hein. Eh ben, dans ce cas-là, faut pas être communiste. Si on n'a pas le droit de parler, de dire des mots du dictionnaire, que c'est un peu comme les gens d'extrême droite. C'est, ou, ou en France, si vous mettez un drapeau français, vous allez avoir les communistes justement qui vont vous dire attendez, vous êtes d'extrême droite, vous êtes des fascistes. Mais euh, de toute évidence, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, bref. Je vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, tout le monde est au courant là-dessus. Je vais dire, on sait très bien que ces gens-là, ils n'ont pas d'argument. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est, est-ce qu'on veut vraiment mourir et prendre une déculottée en fait, une humiliation? Est-ce que les Français veulent être humiliés? Les Français en France et à l'étranger. Est-ce que vous voulez être humilié? Subir une humiliation, en fait. Parce que c'est ça qui est en train de se produire. Mm. Quand vous devez faire la queue pour trouver un emploi, quand vous devez quémander pour trouver un logement et obtenir des aides de l'État, quand vous devez demander la permission pour créer de la richesse, c'est une forme d'humiliation. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Et puis, l'indignation et la révolte, c'est principalement la seule réaction qu'on peut avoir quand quand on essuie une humiliation de ce genre. Donc, parce que, voilà, donc voilà, donc on peut se poser la question, donc qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Quelle est la direction et qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Ben, déjà, il y a deux choses qu'on peut retenir. C'est que si vous restez en Europe, eh ben, vous allez subir des humiliations en permanence, parce que ce système-là repose principalement là-dessus, sur des mécanismes d'humiliation sociale. Le crédit social en est une. Le fait c'est donner des bons points et je veux dire, si on voulait être complètement retardé mentalement, c'est ce qu'il faudrait faire en fait, donner des bons points et puis taper, mettre, punir. Donner des bons points et punir, c'est ce qu'on a appris à l'école maternelle. Ah oui, ça marche pour les enfants de 4 5 ans, ça n'a aucun souci. Mais quand vous êtes des adultes, vous n'avez pas envie de subir ce genre d'humiliation. D'autant plus que parfois c'est injuste. Bon bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Après, j'ai pas de plan, vous m'excuserez.
je partage simplement ma réflexion. Donc, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'avec la reconnaissance faciale, dans, dans 5 à 10 ans, toutes les vidéos, contenus que vous aurez créés, en fait, seront rattachés à votre identité numérique et donc, donc certains vont perdre automatiquement des points. Donc, voilà. Mm. Donc, mon expérience sur l'Allemagne, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes arrivé jusque-là. Ça fait 25 minutes, je sais que c'est long. Je sais que c'est pas les formats qui sont proposés avec beaucoup de rythme, de la musique, des effets spéciaux, tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment besoin de ce type de. Enfin, je pense que c'est la surenchère, bref, il n'y a pas besoin de ça pour s'exprimer, mais bon. L'Allemagne, donc moi je suis en Allemagne depuis 2019 et, et donc je suis français. Et je ne connaissais pas l'Allemagne avant de venir ici. J'ai appris la langue sur le tas. Vraiment, ça a été juste une opportunité comme ça de découvrir un nouveau pays. Donc les 2 premières années étaient bien, hein, c'était jusqu'en 2021. Et un. Et puis après l'épisode qu'on a connu, les choses se sont un petit peu dégradées. Les gens sont devenus un peu plus agressifs, on va dire, dans la vie de tous les jours. Mm. Et ce que j'observe ici, c'est que moi, je travaille à domicile, donc je travaille avec la voiture tous les jours. Et donc, en 5 ans, en 5 ans, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont baissé les limitations de vitesse. Donc là, typiquement dans les villes et les villages, on roule à 30 km/h. Il faut que vous compreniez, enfin, on roule à 30 km/h. Euh, Très régulièrement, ils peignent des routes, ils les mettent pour les vélos. Donc, donc ça devient de plus en plus dangereux, puisqu'on donne des droits et des privilèges aux vélos qu'ils n'avaient pas avant. Euh, et donc ça crée davantage de situations cocasses. Euh, En Allemagne, vous avez un phénomène qui en France n'existe pas. Je veux dire, j'ai jamais vu ça en France. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous vous garez dans une avenue, vous avez une avenue à double sens avec donc les voitures à double sens. Sur le côté, vous avez une piste cyclable et après vous avez un trottoir où 2 personnes en fauteuil roulant peuvent passer largement. Et donc, moi, je me gare sur le trottoir pour que la piste cyclable, les gens puissent passer et les piétons peuvent passer sur la piste cyclable. Et la piste cyclable est vide, je veux dire, il n'y a pas 1000 vélos à l'heure qui passent. Mais vous avez donc du coup des Allemands, hein, c'est des Allemands hein, principalement, puisque les gens immigrés ne font pas ça. Vous êtes la seule voiture sur une rue de 200 mètres qui est garée. Et la personne passe, au lieu de contourner la voiture par la gauche et puis de vivre sa vie, elle va passer entre le mur et ma voiture, où il y a quand même la place de passer. Elle va me regarder, elle va s'arrêter, elle va gesticuler, elle va dire oui, mais c'est pas normal, la règle c'est pas ça, blablabla, bla, bla, et pendant 5 10 minutes. Et vous avez ça 4 5 6 7 fois par mois, 10 fois par mois. Vous avez ce genre de situation qui est en fait insupportable, qui montre que culturellement, il y a un problème dans ce pays au niveau culturel. C'est juste, enfin, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Euh, Quand on a des gens qui ont ce type de problème, donc, pour moi, on est proche de la maladie mentale, hein. C'est, donc, on a ce type de comportement qui est agressif, en fait, puisque ces gens ne sont pas là pour discuter, hein. Ces gens sont là pour euh, s'énerver, euh, voilà, ils sont pas là pour discuter, ils sont pas gentils. Donc, ce- pareil, une autre fois, parce que j'en ai des exemples, je vais pas tous les dire, mais une autre fois, j'avais donc c'était une route à double sens. Il y avait l'autorisation de dépasser, une limitation de vitesse à 70.
Et donc personne devant moi et j'avais une fourgonnette qui roulait pas très vite. Donc je la double et puis après je me rabats devant et puis le feu donc passe au rouge donc je m'arrête. Jusque-là il n'y a pas de souci. Personne n'a été mis en danger, j'ai pas fait de queue de poisson, personne n'arrivait en face. Alors oui, je roulais peut-être à 80 à l'heure, légèrement au-dessus de 70, bon, mais c'était pas non plus exceptionnel. Eh ben, ce monsieur donc a fait des appels de phare, a accéléré, s'est arrêté derrière moi au feu rouge, est sorti de son véhicule et il est venu ouvrir la portière alors que je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. Le feu est passé au vert. Je me suis dit, je ferme la portière et j'y vais parce que j'ai pas que ça à faire. Je suis en train de travailler. J'ai une voiture de travail et je suis parti. Et je suis parti en me disant, en fait, j'ai quand même peur de vivre dans ce pays parce que ce pays me montre au quotidien des gens déséquilibrés mentalement. C'est, euh, alors il y en a qui vont dire oui, mais en fait tu as dû le chercher, tu as dû faire un truc. Non, non, j'ai rien fait de particulier. Voilà, j'ai 40 ans, je suis en Allemagne depuis 2019. Toute ma vie j'ai conduit en France, j'ai eu aucun problème. En France, on n'a pas ce type de problème, d'accord? On a un autre type de problème qui est lié à une immigration. C'est même pas l'immigration, je pense que c'est pas lié à une immigration, c'est lié au fait que de plus en plus de gens font tout ce qui leur passe par la tête et qu'il n'y a pas de conséquences, quoi. Donc c'est un manque de discipline, d'autorité, voilà. Mais en Allemagne, derrière chaque citoyen se cache un policier. Et voilà, c'est mon analyse personnelle. J'ai pas lu, enfin, je me suis pas monté la tête avec ça. C'est ce que je vis dans mon quotidien. Et puis pourrais vous donner plein d'exemples comme ça, hein. Vous vous garez quelque part, c'est juste 2 minutes parce que, je sais pas, vous avez besoin de voir le GPS ou quoi, vous vous mettez sur le bas-côté, vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire une réflexion, vous n'avez pas le droit de vous garer, alors qu'il a vu que vous veniez de vous garer, juste vous avez mis vos warnings. Enfin, c'est lunaire, c'est vraiment lunaire. J'ai même eu le cas une fois où j'étais arrêté devant chez un patient, c'était en plein hiver, il faisait -5 et j'avais le moteur qui tourne parce que sinon vous n'avez pas la clim avec le chauffage. Et le monsieur, en fait, m'a tenu un speech pendant 15 minutes, comme quoi il fallait que j'arrête mon moteur pour préserver la planète. C'est lunaire, c'est complètement lunaire. Donc vous avez tous ces gens-là. Si ça arrivait que ponctuellement dans l'année, je n'aurais pas de problème. Mais le problème, c'est que ça arrive pratiquement tous les jours. Ou des vélos qui s'arrêtent devant votre voiture alors que la rue est à sens unique. Vous êtes déjà engagé, vous êtes engagé, le vélo est à l'autre bout. Il voit que vous vous engagez, le vélo accélère, s'arrête devant votre voiture et vous fait une leçon de morale pendant 15 minutes. Il vous fait un scandale alors qu'il n'y a pas lieu d'être, au lieu d'aller vivre sa vie. Et puis voilà, bon, je vois pas trop où est le problème. En plus, on a des voitures de travail, c'est pas des voitures de course. On n'est pas en train de faire enfin voilà. Donc on a ce type de problème, ce qui me fait dire que si on suit les Allemands au niveau européen, au niveau culturel, on, ne- on, ne- on va subir une double humiliation. Voilà. C'est juste parce que la culture française, c'est pas comme la culture allemande. En France, quand il y a des règles, on est tout le temps en train de réfléchir si on peut les contourner ou les améliorer, ou tout le monde donne son avis. On est très créatif là-dessus et je pense que c'est un point positif qu'on doit garder. C'est pas que on doit pouvoir remettre les règles en question. Si on peut pas faire ça, on a un risque de basculer dans un régime totalitaire. Mais quand vous avez un policier derrière chaque citoyen qui applique les règles bêtement sans les remettre en question, ça fait des gens très obéissants. C'est un peu comme en Chine, d'accord? Bon, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les Français veulent vivre comme les Allemands ou les Chinois? C'est la seule question qu'il faut se poser en Europe. En tout cas, c'est la seule question que je me pose moi-même en Europe. Est-ce que je veux, moi, continuer à vivre et qu'on me dise, ben voilà, la règle c'est ça, et si tu l'appliques pas, tu auras un crédit social, et puis la prochaine étape, c'est quoi? Des camps de déportation, c'est ça? Des camps de travail forcé si vous obéissez pas à la règle? Non, non, non. Alors il y a un phénomène qui est utilisé, largement utilisé, c'est que tant que ça ne nous arrive pas à nous, ça ne nous concerne pas. Mais l'histoire a montré que il a fallu arriver à un tel degré de cruauté
pendant les guerres mondiales pour que les gens réalisent qu'il y avait un problème. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à ce tel degré de cruauté, ça sentait le poulet grillé dans les rues, tout le monde était au courant, mais tant que ça ne nous touche pas, tant que la police vient pas chez nous, on n'a rien à se reprocher. Non, mais moi, la reconnaissance faciale, moi, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai rien à me reprocher. Et c'est avec des assertions de cette manière qu'on bascule dans des régimes totalitaires. Et les algorithmes et la technologie euh, ne sont pas là pour notre bien. C'est évident. D'accord? Parce qu'on a vécu des centaines d'années sans technologie. Donc il faut quand même se remettre il faut quand même se remettre à réfléchir et arrêter d'être paresseux. Arrêter de scroller sur les réseaux sociaux sans réflexion. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut avoir un esprit critique. Et le seul avantage qu'ont les Français en France et à l'étranger, c'est d'avoir hérité d'une éducation dotée d'un esprit critique. C'est le seul pays au monde, je vous dis bien au monde, parce que même je suis allé aux États-Unis, je suis allé même dans d'autres pays, c'est le seul pays au monde où on a un esprit critique. Et c'est ce qui nous différencie de tout le reste de la planète. Si on perd ce truc-là, euh, ce sera fini de notre culture. Voilà. Mm. Donc voilà. Donc, et après, vous avez évidemment la démographie, ce qui fait que notre génération et les générations plus jeunes sont beaucoup moins nombreuses. Donc l'électorat principal du grand parti unique, de tout ce bordel, c'est simplement des personnes âgées qui vivent dans un autre temps, qui ne comprennent pas la technologie, qu'on peut facilement effrayer avec des fausses déclarations, ou voilà, on peut facilement raconter tout et n'importe quoi puisqu'ils ne connaissent pas la technologie et voilà, ils vont faire confiance. Et puis après, vous avez beaucoup d'électorats qui sont dans des maisons de retraite, qui sont d'un autre temps, qui ne peuvent pas comprendre la société dans laquelle on est rentré. Donc voilà, donc on est dans ce monde-là. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure, c'est-à-dire que les choses avancent chaque jour, des lois sont votées. Chaque jour, on vous dit que vous êtes coupable. Voilà, que le plastique, vous êtes coupable. Le plastique, si vous allez dans des enseignes de distribution de sport très connues, par exemple, vous pouvez fermer le magasin. Vous pouvez littéralement le fermer, puisqu'en fait, tous les textiles qu'ils ont sont des microplastiques. Quand vous les lavez en machine, ça fait des millions de microparticules, et c'est ça qu'on a dans nos poumons. Donc, euh, donc voilà, donc tant que les gens continuent d'être feignants, euh, d'être feignants principalement, et ne se lèvent pas dans leur quotidien en disant clairement, haut et fort, verbalement, à qui veut l'entendre, qu'ils ont un esprit critique, qu'ils sont pas là pour se laisser faire, que c'est pas parce qu'on leur dit un truc qu'ils vont l'appliquer nécessairement. Tant que les gens individuellement ne feront pas ça, eh bien, on bascule progressivement dans une société similaire au communisme. Et ça va se durcir de plus en plus. Parce que n'oubliez pas que la dernière pandémie, tout le monde a un certificat médical électronique hébergé dans les serveurs de Microsoft. D'accord? N'oubliez pas que ces données sont toujours hébergées. C'est ce qu'on va pas non plus. C'est c'est pas gratuit. Donc, dès qu'il y aura un moyen de ressortir les mêmes phénomènes, les mêmes, dès qu'il y aura un événement similaire, je veux dire, ben on nous ressortira le certificat électronique et ce sera un moyen encore d'appuyer la mise en place de cette reconnaissance, cette identité numérique. Voilà. Alors, quelle est la solution? Parce que je ne vais pas clore cette vidéo sans donner une solution. Sinon, ça voudrait dire que je fais que critiquer et que je suis, voilà, que ça n'a pas d'intérêt. Alors, pour moi, il y a une seule solution qui existe. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 10 000. C'est la création d'institutions éthiques décentralisées. Je m'explique.
On sait qu'on rentre dans une ère technologique avec la biométrie, avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces choses-là, les biotechnologies, le transhumanisme. Ok. On ne peut pas être pour ou contre ces choses-là, puisque ces choses-là font partie du progrès. Donc, mais on doit pouvoir les contrôler. Les anciennes institutions ne sont pas adaptées à ce type d'outils. Par exemple, pour, j'ai deux exemples en tête. Le premier exemple, c'est pour lutter contre les déchets plastiques, c'est on a collé les bouchons de bouteilles. C'est un truc totalement stupide. Je veux dire, c'est digne des gens qui sont dans les bureaux et qui savent pas quoi faire de leur journée, d'accord? Un deuxième exemple, c'est quand vous naviguez sur Internet, sur un site Internet en Europe, on vous met une fenêtre de spam pour les cookies. Ça aussi, c'est stupide. On n'a pas besoin de ça. Et ça montre clairement, c'est concret ce que je suis en train de dire, c'est que concrètement, toutes nos institutions actuelles et passées ne sont pas adaptées au monde dans lequel on est rentré. Voilà. Et il y a des gens, des entrepreneurs, des investisseurs qui ont très bien compris ça, qui sont dans les institutions européennes et qui savent très bien ça et qui n'ont pas intérêt à partager ça ni à mettre en place des choses qui pourraient nous faciliter la vie et faire en sorte qu'on vit dans un monde de confiance, basé sur la confiance et la sécurité, plus que l'exploitation des données et le contrôle. Donc, bien entendu qu'il faut contrôler les risques. Il faut contrôler les risques de dérive, de violence, de blanchiment d'argent, tout ça. Bien entendu, il faut faire ça. Mais ça ne doit pas être la seule et unique, le seul et unique axe de travail. Les technologies, elles ont besoin, j'arrête pas de le dire, mais bon, voilà, je le dis dans cette vidéo, elles ont besoin d'institutions éthiques décentralisées. Des institutions éthiques qui vont garantir qu'il n'y a pas de dérive totalitaire avec la technologie, décentralisée, c'est-à-dire qui ne relève ni d'un courant politique, ni d'investisseurs privés, ni de aucune sorte d'influence. Tant qu'on n'aura pas ça, on aura un grand risque de basculer dans un régime totalitaire. Et bon, chacun fait sa réflexion, mais moi je pense qu'on est déjà dans ce truc-là. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui de vivre toutes les dérives qu'on connaît au regard de la technologie à laquelle on a accès. Ça veut dire, pour moi en tout cas, ça veut dire qu'il y a des gens qui profitent des technologies à leur propre intérêt et au désavantage des autres. Voilà. On, on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui faire avec les anciennes institutions, les anciennes règles qui étaient appliquées pour des choses spécifiques, dont on a toujours besoin aujourd'hui, mais on ne peut pas l'appliquer à la technologie, au monde dans lequel on est rentré. C'est pas possible. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que ce qu'on peut faire, ça rejoint un peu l'idée du open source au début d'Internet. Open source, c'est quoi? C'est ouvert et libre à tout le monde, décentralisé, tout le monde peut participer. Voilà, il faudrait qu'on ait une institution éthique décentralisée, open source, de la même manière, qui garantisse les droits et les libertés individuelles de tous, et pas uniquement qui soit basée sur le contrôle. Bon, en tout cas, c'est ma réflexion. Mais en attendant, il faut quand même arriver à se protéger. Et ce qu'on peut faire en attendant à titre individuel, eh ben, c'est parler, parce que les gens ne parlent plus. Je suis allé faire des courses dans des magasins en Allemagne, il n'y a pas de musique, les gens ne se parlent pas, les gens ne se regardent pas. J'ai aussi d'autres exemples que je peux vous dire. Si vous lisez les journaux là récemment, vous allez voir de plus en plus des enfants qui ont des actes de cruauté ou qui ont des comportements en fait qui relèvent de la psychopathie. C'est simplement, on peut se poser la question s'il n'y a pas un lien avec la technologie, le fait qu'il n'y a pas de régulation par rapport à ça et que les enfants sont en fait vulnérables. Donc du coup, il y a quand même un impact, on le sait. Et pour le moment, il n'y a rien qui est fait là-dessus. Donc on va avoir de plus en plus de cas de harcèlement à l'école, de cas d'enfants qui ont fait du mal à d'autres enfants, alors que dans des situations qui n'existaient pas auparavant. Euh, et puis, euh, et puis après, vous avez aussi, dans les cas dans ces cas-là, c'est qu'on sait que la technologie, si elle est mal utilisée, peut favoriser des comportements proches de la psychopathie, c'est-à-dire
enlever ou diminuer l'empathie qu'une personne peut avoir vis-à-vis des autres. Et il y a un exemple qui est très frappant, c'est quand, en tout cas moi, ce que j'ai vécu personnellement, ce que je vis de plus en plus, c'est que quand vous allez faire vos courses dans les magasins et qu'il y a des vraies caissières, souvent, l'expérience est désagréable. En tout cas pour moi, c'est très désagréable. Souvent, la caissière, elle dit pas bonjour ou elle dit pas au revoir. Euh, Elle sourit pas. Elle, euh, elle répond en fonction de l'émotion du client. C'est-à-dire que si je suis fatigué, elle va me faire la gueule, alors qu'en fait, j'ai envie de passer un bon moment. J'ai travaillé toute la journée. La caissière, elle est payée, elle est là, elle est en train de faire son travail. J'attends un minimum de respect ou de savoir-être, qui n'est pas là, clairement. Et, euh, et des fois, les caissières oublient des choses, simplement parce qu'en fait, elles sont pas du tout intéressées par ce qu'elles sont en train de faire. Là aussi, on est dans un comportement qui est. Euh, Moi, je voyais, j'ai pas vu ces choses-là auparavant, mais voilà, on peut se poser la question de la technologie. La technologie a un impact sur la manière dont les gens se perçoivent, un impact sur le niveau d'empathie des gens, euh, si elle est mal utilisée. Donc voilà, c'est ces réflexions qu'il faut mener, je pense, que les gens doivent parler, doivent se positionner. Même s'il se passe des conditions économiques difficiles, les gens doivent se mettre à parler et à reprendre possession de la société. Parce que à l'heure actuelle, les gens sont en train, en tout cas ce que je vois là où je suis, les gens vivent chez eux, cloîtrés chez eux, sur YouTube et les réseaux. Mais dehors, dans la vie de tous les jours, les relations humaines deviennent de plus en plus problématiques. Donc, je pense que voilà, je pense que cette vidéo a été suffisamment longue. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Si vous laissez un commentaire un minimum argumenté. Ne critiquez pas pour critiquer, essayez d'avoir un raisonnement un peu intelligent. Euh, il, il y a un phénomène qui se passe, c'est que quand les gens vont à l'école, on leur apprend à être disciplinés, à argumenter, et puis après, quand ils quittent l'école et qu'ils vont travailler dans la vie de tous les jours, ils oublient. Ils oublient et, euh, et après, ils s'étonnent de la montée de la violence, ils s'étonnent de tout un tas de choses, alors que on ne peut pas réfléchir correctement si on n'a pas une pensée à minimum argumentée. Comme par exemple, moi, je me refuserai toujours enfin, j'essaie de me refuser de dire c'est la faute à l'Europe, c'est la faute, parce que c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi enfin, il y a plusieurs facteurs. Donc voilà. Désolé si la vidéo était un peu longue. Si vous avez des questions, posez les questions en commentaire. Voilà. Moi, je partage ma réflexion parce que j'entends nulle part ce type de réflexion. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est mon raisonnement. Prenez soin de vous et à bientôt.